Welcome to Bien, bonjour et bienvenue à l'Afrique et la COVID-19 communauté. Je m'appelle Julie Crowley et je suis directrice régionale pour l'Afrique centrale et occidentale au CRDI, le Centre de recherche pour le développement international. Notre rencontre d'aujourd'hui est la première de notre série de tables rondes sur la réaction, la réponse de l'Afrique à la COVID-19 et sa préparation à des pandémies futures. Nous sommes ravis et honorés que certains des grands penseurs africains aient répondu à notre invitation et l'aient accepté pour venir discuter du rôle d'approche communautaire sanitaire novatrice afin de renforcer la réponse de l'Afrique à la COVID-19. Avant de présenter nos animateurs, notre animateur et nos invités, permettez-moi de vous parler de certains détails de cette plateforme. D'abord, l'interprétation. Vous pouvez choisir la langue de votre choix et changer en appuyant sur l'autre bouton sur votre écran. Deuxièmement, il y aura une période de questions et réponses pendant notre rencontre et vous pouvez soumettre une question et un commentaire en tout temps. Pour ce faire, appuyez simplement sur le bouton « Poser une question » sur la barre de navigation et une application qui s'appelle Slido s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Troisièmement, si jamais vous avez des problèmes techniques, appuyez sur le bouton « Aide ». Soumettez votre problème et vous recevrez de l'aide instantanée par courriel pour régler votre problème. Alors maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos invités. Le docteur Mosoka Fallah est le président et directeur général de Refuge Place International. Il était antérieurement directeur général de l'Institut national de santé publique du Libéria, fondé en réaction à la crise de l'Ebola de 2014. Le docteur Fallah a un doctorat en immunologie de l'Université du Kentucky. Docteur Fallah, bienvenue. Madame Caroline Mbindio est PDG d'Amref Entreprises, Amref Santé Afrique, qui, en réponse à la COVID-19, soutient les efforts du gouvernement et fournit un soutien technique, y compris contribuer à accroître la capacité des tests. Madame Mbindio est aguerrie dans le domaine des innovations de la santé mentale, de la technologie et le développement international. Amref s'appelait antérieurement Fondation africaine médicale et de recherche. Madame Mbindio, bienvenue. Le docteur Sabin Nsanzimana est directeur général du Centre biomédical du Rwanda. Il a une grande expérience dans la conception de programmes anti-VIH, la planification stratégique, la mise en œuvre et la recherche opérationnelle axée sur la santé mondiale et le traitement de personnes vivantes avec le VIH. Le docteur Nsanzimana s'intéresse de près à la réponse à la COVID, y compris en tant que président du groupe consultatif scientifique pour le Rwanda. Bienvenue. La professeure Jane Biankika Tusime est professeure associée en épidémiologie à l'Université Soroti du Uganda et dirige le département de santé publique. Elle a 20 ans d'expérience en recherche, en contrôle et en évaluation du VIH-Sida, en tuberculose, en santé des mères et des nouveau-nés. Elle soutient la réponse de l'Ouganda à la COVID-19 et elle soutient également la réponse de l'Ouganda à la crise de l'Ebola. Directeur général de l'Institut national pour la recherche biomédicale de la République démocratique du Congo. Il a consacré les 4 dernières décennies à la recherche sur Ebola et est présentement à la tête de la réponse de la RDC à Ebola et à la COVID-19. En 1976, premier scientifique sur le terrain lors de l'épidémie d'Ebola à Yamboukou, il a réalisé le prélèvement sanguin à partir duquel le virus a ensuite pu être isolé. Bienvenue parmi nous, professeur Muyembe. And finally, our moderator is... Et enfin, notre animateur est Jean Lebel, président du CRDI. Sans plus tarder, je voudrais lui donner la parole. Jean. Merci, Julie. Et bienvenue à tous et à toutes.
comme Julie l'a dit, je m'appelle Jean Lebel. Parfois, on m'appelle aussi Jean Lebel. Et à cette période de l'année, Jingle Bell. Jingle Bell, puisque c'est Noël. Cela devrait vous faire sourire, mais pas vous éloigner de notre sujet très important aujourd'hui. Alors, c'est un privilège et un honneur d'avoir réuni de si grands penseurs pour discuter de la réponse de l'Afrique à la COVID-19 et sa préparation future à des pandémies. Vous êtes là pour discuter du rôle des approches communautaires innovatives en santé et pour discuter de la réponse de l'Afrique à la COVID-19. Notre auditoire est là pour apprendre. Veuillez garder vos questions pour la fin. Je vais utiliser quelques mots de français et c'est simplement pour situer le travail du CRDI dans le contexte de la COVID-19. Le CRDI travaille avec des partenaires du monde entier pour répondre aux besoins urgents et renforcer les capacités à l'échelle locale en mettant l'accent sur les populations les plus vulnérables. Notre intervention, notre réponse à la pandémie cible à la fois les répercussions directes de la COVID sur la santé ainsi que les incidences économiques et sociales plus vastes de la pandémie. Comme nous l'avons toujours fait, nous renforçons les capacités à l'échelle locale pour répondre à cette pandémie. Nous mettons en œuvre, par exemple, des lignes directrices fondées sur des données probantes à l'intention des travailleurs de la santé, en fournissant des instructions précises pour la gestion du flux de patients dans les hôpitaux, le contrôle des infections, la supervision des patients et le soutien aux communautés en cas de doute, de suspicion de la présence de la COVID-19. En Afrique, lorsque la COVID-19 est apparue, les experts mondiaux en santé se sont inquiétés du fait que l'Afrique soit particulièrement durement touchée. L'OMS a dit qu'en mai, jusqu'à 190 000 personnes pourraient mourir en Afrique et jusqu'à 44 millions pourraient être infectés la première année. Jusqu'à présent, les cas confirmés ont simplement atteint 2 millions et les décès confirmés ne sont de l'ordre que de 50 000 personnes, d'après le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies. Le tableau, comme vous le verrez ce matin, dans le continent est très varié. Par exemple, l'Afrique du Sud signale plus de 800 000 cas, alors que le Sénégal signale pour sa part environ 16 000 cas. Ce sont des données d'octobre, sauf erreur. Il y a quelques théories, et je dis bien théories, expliquant pourquoi la pandémie n'a pas été aussi sévère dans plusieurs pays d'Afrique, y compris que la plupart des pays d'Afrique ont réussi à contrôler la COVID, que l'Afrique a une population généralement jeune, et que la mortalité touche surtout les populations plus âgées, que les hypothèses de grande vulnérabilité, d'absence de capacité étaient fausses, surtout que plusieurs pays africains avaient accru leur capacité après l'Ebola. Après l'Ebola de 2014 et plus récents épisodes à la République démocratique du Congo. Certains disent que, vu les faibles niveaux de tests par habitant pour la COVID, il est possible que certains cas ne soient pas détectés et que les données ne reflètent donc pas la réalité. Ou que la COVID fait des dommages tranquillement et cela entraînera des niveaux de morbidité similaires à d'autres régions. La situation est complexe. Il existe très peu de réponses fondées sur des données. Et aujourd'hui, notre objectif consiste à susciter un dialogue axé sur la réponse en matière de santé des collectivités à la COVID-19. Alors, pourquoi parlons-nous des collectivités? Eh bien, c'est simplement qu'au cours des flambées épidémiques précédentes en Afrique de l'Ouest, par exemple en 2014, nous avons appris que la participation des collectivités et l'adoption d'interventions clés par ces dernières sont absolument essentielles pour freiner la propagation. Aujourd'hui,
nous chercherons à accomplir deux choses. Identifier des réponses communautaires ou basées dans la collectivité et discuter des leçons apprises. Et deux, identifier les lacunes et les occasions de renforcement de la préparation et de la réponse axée sur la collectivité. Et nous nous inspirerons des recherches effectuées sur le terrain et des recherches qui en disent long sur l'expérience acquise auprès des collectivités et dans le domaine des approches collectives. Nous aurons donc le point de vue du Libéria, du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Donc, nous apprendrons ce que chaque pays a fait, notamment dans le cas d'épidémies passées comme celle de l'Ebola, et ce que chaque pays fait en réponse à la COVID-19. Voilà, sans plus tarder, je voudrais commencer mon interaction avec vous, chers invités. Tout d'abord, bienvenue aujourd'hui, bienvenue à vous. Merci d'être des nôtres et d'avoir si généreusement offert de participer à cette série de tables rondes. Et comme nous disons au CRDI, nous sommes là pour offrir la plateforme. Vous offrez les commentaires principaux. Donc, nous voulons aujourd'hui vous entendre pour savoir ce qui se passe sur le terrain et recueillir vos points de vue sur ces interventions communautaires. Je vais commencer par la même question à chacun d'entre vous. Je vais commencer par Mosoka Fala du Libéria. Mosoka, en bref, pouvez-vous nous expliquer la situation de la COVID-19 au Libéria? Merci beaucoup, Jean. Alors, au 3 décembre, voici la situation. Je vais revenir aux éléments clés que vous avez soulevés. Depuis quelques semaines, nous avons vu une explosion du nombre de cas de COVID au Libéria. Ce qui est intéressant, c'est que ces cas ont été décelés chez les voyageurs. Et une des exigences par rapport aux voyageurs qui quittent le pays, c'est d'être testés. Et donc, il s'agissait de personnes asymptomatiques qui voulaient voyager, qui se font tester. Et c'est là que l'on découvre que ces personnes sont atteintes de la COVID. Et donc, au 3 décembre, par exemple, nous avions 13 nouveaux cas. Et la plupart ont été détectés chez des voyageurs. Et ces cas se concentrent essentiellement dans la capitale. La capitale a 1,3 million de la population. Et donc, depuis cette vérification, nous avons confirmé notre premier cas en mars, le 16 mars, et nous avons au total 176 000 cas. Les cas confirmés actifs au cours des dernières semaines, 295 cas supplémentaires ont été confirmés. Donc, au 13 décembre, 13 nouveaux cas se sont ajoutés. Nous avons eu 83 maladies et donc 4,99 cas dans la région d'Écosse. L'interprète regrette, il y a eu des problèmes techniques. Donc, 158 personnes qui ont recouvré la santé. Il y a 5 900 tests et 319 nouvelles personnes ont pu être testées. Donc, voilà essentiellement la situation. Nous avons eu, comme je l'ai dit, 83 décès et ces décès sont survenus dans les centres de santé. 13 dans une unité d'aînés et certains décès dans les communautés. Et très rapidement, Mosoka, à votre avis, est-ce que les choses évoluent dans la bonne direction ou dans une direction où nous commençons simplement à voir la pointe de l'iceberg?
Oui, je pense que c'est la pointe de l'iceberg. Ce que cela signifie, c'est que nous avons pu détecter ces cas uniquement chez ces personnes car elles voulaient voyager. Et donc, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit de la pointe de l'iceberg car nous découvrons ces cas chez les voyageurs. Par ailleurs, nous avons un certain nombre de contacts et notre système de détection a été un peu handicapé. Mon collègue au laboratoire dit que la plupart des cas détectés chez ces voyageurs ces voyageurs étaient asymptomatiques. C'est la complexité. Tout à fait, les cas asymptomatiques. Bendillo? Caroline Bendillo, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, Caroline. Alors, quelle est la situation au Kenya? Donc, qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain? Micro, s'il vous plaît. Caroline, vous êtes sur sourdine. Il faut allumer les deux. Voilà, c'est quand on fait plusieurs tâches en même temps, n'est-ce pas? Alors bonjour à tous et à toutes. Je pense que, comme une grande partie de l'Afrique, on voit également ici donc une augmentation importante, notamment au Kenya. On voit de nombreux cas positifs. Au cours des 7 derniers jours, nous avons 5000 nouveaux positifs, ce qui est vraiment une augmentation importante par rapport à la situation précédente. Et nous avons dans le pays 88 000 positifs au total. Et à peu près donc 1500 décès depuis le début de la pandémie, donc au mois de mars de cette année. Alors Caroline, est-ce que c'est d'arriver à un plateau? Est-ce que c'est en train d'augmenter? Quelle est la tendance? Réponse. Donc nous en sommes à la deuxième vague. On a eu une première vague au début de l'année. Là, on a fermé le pays. On a contrôlé les cas positifs. Il y avait peu de contamination communautaire. Et puis, on a réouvert le pays. Et là, on a vu une deuxième vague, ce qui veut dire une augmentation importante aussi de tests qui sont faits, de cas positifs identifiés. 8 sur 10 des personnes qui sont testées n'ont pas de symptômes ou des symptômes très, très faibles. Mais parmi les personnes qui sont dans les hôpitaux, on s'aperçoit que notre capacité de lit est pratiquement arrivée à sa capacité maximale. Donc, on voit vraiment une augmentation importante. Merci, Caroline. Sabin, je vous ai vu opiner alors, au Rwanda, également avec les cas asymptomatiques. Quelle est la situation donc, dans le centre biomédical du Rwanda? Qu'avez-vous observé? Merci. C'est un plaisir de se joindre à tout le monde pour cette très belle discussion. Ce matin ou ce soir, ça dépend où vous vous trouvez dans le monde. Mais, comme mes collègues viennent de le mentionner, nous avons vu différentes situations avec certains nombres de cas qui augmentent, parfois une baisse, mais ça dépend aussi du mouvement, du déplacement des gens. Comme pour le Libéria, les premiers cas donc au début n'étaient pas très nombreux, mais ils ont fait un confinement total pendant 40 jours. Et là, lorsque l'on a mis en place différentes mesures de santé publique ou d'autres mesures, pas forcément santé publique, mais maintenant, on a constaté une légère augmentation des cas. Parce que parfois, donc, c'est asymptomatique. On parle de 70% des personnes qui ont fait un test de la COVID ne montrent aucun symptôme, à moins que l'on fasse un retraçage des contacts. Donc, ce n'est pas différent de ce qui s'est passé au Kenya, par exemple. Et comme aussi les gens se retrouvent, vous savez, dans cette atmosphère de fin d'année et d'événements sociaux, de réunions de famille, nous sommes en train de nous préparer, peut-être avoir une augmentation du nombre de cas. C'est la raison pour laquelle nos stratégies de communication insistent beaucoup sur Noël, la période des fêtes. Il ne faut pas que ce soit une troisième vague de cas de COVID-19. Monsieur Lebel, comme l'ont dit vos collègues, il y a vraiment une grande préoccupation en termes de déplacement à travers le pays et aussi à travers les frontières qui pourrait amener une augmentation
des cas. Merci beaucoup, Sabin. Jane Tusimu, vous êtes en Ouganda. Merci de nous parler un petit peu, Jane, de la situation, de votre point de vue. Vous êtes une épidémiologiste et merci de nous dire en quelques mots la situation au Rwanda, en Ouganda. Alors, comme les autres pays l'ont mentionné, donc l'Ouganda également a vu une augmentation donc du nombre de cas. On a vu au cours des dernières semaines, on a vu vraiment une croissance exponentielle des cas, alors que là, nous sommes pratiquement arrivés à 23 000 sur le plan collectif. À partir du premier, comparé du mois de mars, on a eu les premiers cas et on a eu ensuite 207 décès, ce qui veut dire à peu près un taux de mortalité de 1%. Ce que nous avons remarqué dans cette pandémie, c'est que le nombre d'infections qui se produisent, eh bien, nous avons plus de 1500 donc, infections et nous avons perdu 13 personnes. Alors, comme mentionné auparavant, avec cette augmentation des chiffres, par exemple, la semaine dernière, on a eu plus de 2300 cas qui ont été enregistrés, 5 décès et je pense 131 travailleurs et travailleuses de la santé qui ont été infectés. Alors, comme ça a été mentionné par d'autres personnes dans les autres pays, on voit aussi que la majorité de nos cas, 80%, sont asymptomatiques. Et maintenant, l'Ouganda a aussi mis en place des soins à domicile. Donc, il y a peut-être, lorsqu'il y a de nombreux cas dans les hôpitaux, mais également, ça a été au maximum, cette capacité dans les hôpitaux. Et on a même utilisé un terrain de football ou de soccer qui a joué le rôle, en fait, d'un hôpital local, parce que les hôpitaux étaient remplis. Alors, je pense que, pour le moment, comme on disait, c'est vraiment la pointe de l'iceberg, parce qu'en Ouganda, le gouvernement a déterminé une politique de tester uniquement les personnes qui ont des symptômes à cause le manque de trousses de dépistage. Alors, c'est uniquement les personnes qui ont des symptômes. Et ce qui correspond qu'à 20% des cas, eh bien, il y a uniquement ces personnes-là qui sont testées, ce qui veut dire que la majorité de nos cas sont dans les collectivités et ils ne sont pas rejoints. Et également, nous avons aussi une question de financement pour soutenir la réponse face à la COVID. Donc, le retraçage des contacts ne se produit pas comme cela devrait se produire. Alors, là, nous avons moins de 10% en fait du retraçage. On devrait notamment, et là, c'est uniquement les contacts des personnes qui ont des symptômes. Mais bien sûr, il y a aussi des contacts qui sont faits pour les personnes asymptomatiques. Donc, c'est vraiment difficile. Merci beaucoup, Jane. Et je suis vraiment fascinée de voir les similitudes entre les différentes situations que vous connaissez, mais également à échelle mondiale. Et le fait que un grand nombre des conditions que vous décrivez, ce sont des exemples que l'on voit ailleurs aussi. Alors, est-ce que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il faudra peut-être voir, justement, ce qui explique ceci? Qui est le directeur de l'Institut national de recherche biomédicale, si je ne me trompe pas, de l'appellation en République démocratique du Congo. Professeur, un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Êtes-vous basé à Kinshasa, professeur? Oui, je suis à Kinshasa, oui. Pour le moment, je suis à Kinshasa. Dites-nous sur ce pays continent qui est la RDC, quelle est la situation de la COVID? Bon, écoutez, la situation de la COVID maintenant est préoccupante pour nous parce que nous avions connu la première vague. Le premier cas de la première vague a commencé le 10 mars 2020 et cette épidémie avait commencé par l'arrivée des voyageurs. Donc, ce sont des voyageurs qui sont venus d'Europe, qui ont commencé donc à amener le virus en RDC. Et petit à petit, ces voyageurs ont transmis le virus dans leurs membres de famille.
Et petit à petit, donc, l'infection locale a commencé. Et nous avons donc 2 épidémies parallèles, l'une par l'importation et l'autre une épidémie autochtone. Et nous avons atteint les pics vers le mois de juillet, août. Et puis, nous avons mis en place tous les systèmes de lutte avec notre expérience d'Ebola, donc pour détecter les cas, les confirmer au laboratoire et les isoler et les mettre sous traitement. Et au début, le taux de mortalité était à 11,9%, mais avec l'amélioration des prises en charge, ce taux de mortalité est tombé à 2,7%. Donc, c'est un grand progrès que nous avons fait. Et le nombre de cas a également baissé. Au total, nous avons un cumul de 13 751 cas, dont 12 075 qui sont guéris et 344 décès. Alors, nous étions vraiment confiants pour dire que l'épidémie est sous contrôle jusqu'à fin septembre. Et maintenant, début novembre, nous avons commencé à voir de nouveaux cas qui s'ajoutent. Et les hôpitaux qui étaient vides de cas de COVID se remplissent de plus en plus. Et maintenant, nous sommes vraiment dans la deuxième vague. Et je vous ai envoyé la présentation. On a les diapositives, alors on peut la faire avancer. Oui, donc vous voyez dans la diapositive, la deuxième, la troisième diapositive, je ne sais pas. Bon, moi, je ne vois pas ça. Donc, vous voyez donc que l'épidémie, le nombre de cas est en train vraiment de monter de façon exponentielle. Et ça s'annonce donc, la deuxième vague. Et nous avons donc renforcé la communication, c'est surtout la communication. Nous avons donc une unité qui s'occupe de la communication des risques et l'engagement communautaire. Et avec l'expérience que nous avons donc d'Ebola, c'est ça que nous voulons donc mettre dans la communauté pour la sensibilisation de la communauté. Et également, nous avons une équipe qui est chargée de la protection pour éviter les infections, surtout parmi le personnel médical. Et ça, c'est donc en cours. Et nous allons également renforcer la surveillance épidémiologique. Et l'autre élément important, c'est la surveillance des voyageurs. Les voyageurs qui quittent la RDC, on fait un test au moins 48 heures avant le départ. Et nous demandons également que les voyageurs qui reviennent de l'étranger, même s'ils ont fait un test à l'étranger, quand ils arrivent à Kinshasa, ils font aussi un test Covid voyage. Et nous avons déjà détecté beaucoup de cas qui ont fait un test ailleurs. Et quand ils arrivent chez nous, il y a des tests qui sont positifs. Voilà, ça c'est la situation que nous connaissons ici. Oui. Merci, professeur Muyembe. On va revenir à vous, à cette ronde de questions pour savoir un peu plus à partir de l'expérience que vous avez au niveau des interventions, ce qui se passe, parce que la RDC a également fait face, jusqu'à tout récemment, à une éclosion d'Ebola et votre expérience démontre aussi l'expertise qui existe. Je vous remercie infiniment. So, this is our... Alors, c'était nos présentations. Nous allons maintenant vraiment arriver un petit peu au fond de nos conversations. Je suis déjà un petit peu en retard, alors je ne veux pas exercer de pression. Ce que je veux m'assurer, c'est que nous avons des questions de la part de notre auditoire. Alors, si vous pouvez répondre de manière assez concise et brève, ce serait très apprécié et je pense que notre auditoire l'apprécierait aussi.
Alors, je vais revenir à Monsieur Kafala. Vous savez que lors de l'Ebola en 2014, eh bien, le Libéria a été touché très sérieusement. Il y a eu, bien sûr, une récupération, même si c'est encore une certaine fragilité au niveau des services de santé. Mais vous avez une grande expérience avec notamment les initiatives communautaires. Alors, quelles sont les leçons que vous avez tirées dans le contexte maintenant de la pandémie de la COVID-19 par rapport à votre expérience concernant l'Ebola? Mosoka? Mosoka, est-ce que vous m'entendez? Nous avons perdu apparemment le contact audio. Alors, dans l'esprit vraiment de pouvoir s'adapter, je vais poser la même question à Caroline, donc au Kenya. En fait, c'est la même chose que je voulais vous poser comme question. Donc, vous avez travaillé donc également dans les zones urbaines. Et très souvent, dans les zones urbaines, non seulement il y a des maladies qui sont présentes, mais vous avez aussi des conditions difficiles avec parfois vraiment le manque de services de base. Alors, quelle a été justement l'expérience du Rwanda en la matière et que se passe-t-il dans ce contexte de la COVID-19 à ce niveau-là? Alors, je vois que donc au sein de AMREF et dans d'autres pays comme en Afrique et aussi au Kenya, nous avons vraiment un système communautaire de santé robuste qui apporte des services vraiment de porte à porte. Sur une base régulière, on examine des choses comme la santé des enfants, la nutrition, l'assainissement également. Donc, des conditions d'hygiène. Donc, on apporte des services à ce niveau-là. Mais avec la COVID-19, il est apparu très clairement que les travailleurs de la santé communautaire sont essentiels. Donc, le virus était relativement nouveau, donc il n'y a pas beaucoup d'informations non plus. Et on essaie d'essayer d'améliorer les capacités de formation pour aider ces travailleurs communautaires pour qu'ils puissent faire du porte-à-porte et apporter les informations. Alors, c'est important de mettre ceci en place. Et la valeur aussi d'utiliser, d'avoir recours justement à des travailleurs communautaires qui ont la confiance des populations pour apporter les messages, les informations, la communication et vraiment d'amener aussi les ménages à comprendre quelle est la réponse nécessaire. Un grand nombre de ces travailleurs ont vécu dans les communautés. Alors, ils connaissent bien l'environnement communautaire, leur collectivité, ils comprennent bien les personnes avec lesquelles elles travaillent. Et ils peuvent même donc avoir une rétroaction en disant voilà ce qui se passe dans ma collectivité, comment est-ce que l'on pourrait faire passer le message de manière appropriée pour vraiment modifier les comportements et arriver aux mesures que l'on va mettre en place. Alors c'est vraiment donc certains des points fondamentaux, les lignes directrices. Qu'est-ce que l'on peut faire? Et avoir ce réseau des travailleurs de la santé communautaire qui sont présents et qui peuvent tirer avantage par rapport au service de santé, ça a été essentiel. Réponse de M. Lebel. Oui, ça a dû être assez, justement, exigeant sur les épaules de vos travailleurs de la santé communautaire, parce qu'il y a des limites pour eux et pour elles. Alors, est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? Est-ce que vous avez peut-être un manque de personnel en la matière pour vraiment répondre aux besoins donc fondamentaux? Oui, tout à fait. Réponse, parce que même avec la COVID, on voit qu'il y a eu, bien sûr, beaucoup de travail de ces travailleurs. Un grand nombre d'entre eux sont des bénévoles, donc ils ne sont même pas payés pour le travail qu'ils font. Et un grand nombre d'entre elles ont des familles qu'ils doivent aussi nourrir, et puis ils vont emmener les enfants à l'école. Et puis avec la COVID, il y a ce travail supplémentaire qu'ils doivent réaliser. Alors, lorsque l'on parle de la COVID, on essaie aussi de voir comment non seulement on fait passer le message auprès des messages, mais également par rapport aux services essentiels. Il faut que les enfants continuent à être vaccinés. Les gens qui ont des maladies chroniques devraient continuer à prendre leurs médicaments. Donc, ces travailleurs communautaires, c'est ce qu'ils font. Très souvent, ils se placent à risque aussi, parce qu'ils n'ont pas les équipements de protection individuelle, ils n'ont pas les équipements nécessaires et les ménages non plus. Alors,
ils lavent leurs mains, s'ils ont un masque, mais il y a un grand nombre de ménages dans lesquels ils se rendent, peut-être qu'ils n'ont pas, eux, sur place, ce genre d'équipement, ce qui représente un risque pour ces travailleurs et travailleuses. Cela crée beaucoup de stress. On a vu des cas où des travailleurs et travailleuses ont besoin de soutien, également un soutien psychosocial, simplement pour passer à travers cette pandémie. Merci beaucoup. On va maintenant passer à Sabin. Au Rwanda, vous êtes en effet assez innovateur par rapport justement des stratégies dans les mesures de réponse face à la pandémie. Pourriez-vous nous parler un petit peu de cette approche innovatrice et quel était le rôle des approches communautaires pour intégrer vos mesures dans la réponse de votre pays face à la COVID-19? Merci. Alors, l'un des plus grands défis que nous avons rencontrés au début de la pandémie dans notre pays a été d'être à même de poser des diagnostics et d'identifier les cas et de le faire, bien sûr, sur une base quotidienne. Et je me souviens, donc, la première semaine, lorsque la pandémie a commencé au mois de mars cette année, on testait à peu près 200 échantillons par jour. Et la demande à l'époque était assez élevée. C'était des milliers de personnes qui voulaient être testées. On voulait faire aussi du retraçage de contacts. C'était en demande élevée et on avait la difficulté à gérer cette situation, alors que nous avons aussi développé nos diagnostics avec de nouvelles machines, de nouveaux équipements. La chaîne d'approvisionnement, ce n'était pas non plus quelque chose de facile. Et puis aussi les techniciens qui font marcher ces machines et qui font les tests PCR. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend en une semaine. Donc nous avons dû trouver différentes solutions et nous avons essayé justement ces tests qui sont des tests de bassin qui ont été faits par le passé, mais on a essayé également de leur demander et on a voulu également leur présenter différents échantillons. Nous avons commencé avec 20 échantillons dans un tube. Un tube est un échantillon, mais le tube représente le résultat de 20 personnes. Et donc, nous avons de 95 à 96 échantillons, donc c'est 95 multiplié par 20. Donc ça veut dire qu'on a plus de gens dans une intervention. On a fait cela pendant plusieurs semaines et nous avons eu des résultats concluants. Et donc, pour chaque tube, nous avions 20 personnes. Chaque fois que nous avions un positif dans un échantillon, là, il fallait tester chacune des personnes une à la fois. Nous avons été chanceux au début de ces interventions de gestion de pandémie. La prévalence était faible et les chances d'avoir plus de tests négatifs étaient très élevées. Et donc, lorsque nous avons vu une augmentation des cas en juin, nous avons adapté cette méthode de test et changé à 10 échantillons dans un tube plutôt que 20. Et plutôt que de faire des tests dans les endroits de faible prévalence, nous sommes concentrés sur les lieux de forte prévalence. Avant de passer à la deuxième question, rapidement, êtes-vous conscient que d'autres pays ont utilisé le même genre d'approche au test groupés. Donc, je sais que certains pays ont fait ce genre de tests groupés. J'ai fait des lectures sur certains collègues qui ont mis à l'essai ces techniques, y compris aux États-Unis, des collègues au CDC qui ont mis à l'essai ces tests il y a quelques mois. Mais je pense que c'est l'une des meilleures façons de tester plus d'échantillons en peu de temps. Je voudrais souligner qu'avec ce genre de test, nous sommes passés de 200 échantillons par jour à 10 000 échantillons par jour, ce qui est notre capacité actuelle. Et nous faisons ce test tous les jours, ce qui nous a permis de tester une multitude de personnes. Merci.
Merci beaucoup, Sabek. Pardon, Sabek. Alors, June, je passe rapidement à vous parce qu'en Ouganda, vous avez lancé une stratégie spécifique communautaire, mais dans tout le pays pour la COVID-19. Qu'est-ce qui établit un lien avec la collectivité dans cette stratégie et comment la déploierez-vous dans absolument tout le pays? Le micro de Madame Toussimi est éteint. L'interprète le signale. Oh, pardon. Alors, en Ouganda, nous avons beaucoup d'expérience en réponse d'urgence par rapport aux maladies infectieuses. Et tous les autres pays s'inspirent de notre expérience. Nous utilisons cette expérience acquise pendant le VIH, l'Ebola, pour gérer cette présente épidémie. En Ouganda, nous avons créé une commission de gestion de l'Ebola qui a mené à la création d'un groupe de travail sur les épidémies, ce qui nous a permis de renforcer les capacités des laboratoires dans tout le pays. Nous voulons donc faire fond sur ces expériences acquises pendant d'autres pandémies. En Ouganda, nous avons récemment lancé notre stratégie d'engagement national des collectivités pour la COVID-19. Et donc, plusieurs ministres ont concouru à cette stratégie, celui des affaires internes et d'autres. Tous les citoyens d'Ouganda participent à la prévention et au contrôle de la maladie et utilisent les procédés établis autant que possible. Ces stratégies s'appuie sur le principe que les régions ont la principale responsabilité, les citoyens ont la principale responsabilité de maintenir leur santé, de protéger leur santé et celle de la collectivité, et ils seront soutenus par les connaissances, la technologie des professionnels de la santé. Cette stratégie d'engagement communautaire vient se superposer à la stratégie sanitaire pour la prestation de soins de santé, alors que nous passons maintenant à la phase 4. Nous sommes à la phase 4 de gestion de la COVID, comme d'autres pays. Et cette stratégie permettra de nous assurer que les infections ne se propagent pas dans les collectivités. Et si oui, on identifiera rapidement des tests dans le but de limiter la propagation. Alors, nous avons cette collaboration intersectorielle. Dans le cadre de cette stratégie, nous utilisons une approche globale, incluant toute la société, et elle a été reconnue par d'autres nations comme étant une stratégie efficace pour contrôler la pandémie. Nous espérons que l'Ouganda aura un système efficace pour la réponse à la COVID-19 et dépassera donc les mécanismes de défense aux premières lignes. Donc, la COVID permet d'incorporer des ajustements au système sanitaire qui se faisaient attendre depuis bien longtemps. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci, Jane. Monsieur Mosaka du Libéria est de retour. Vous êtes là, Mosaka? Je vous entends, je ne vous vois pas. Alors, Mosaka, je vous demandais plutôt la question suivante. Ayant traversé la crise de l'Ebola en 2014 et ayant subi le contre-coup de cela dans le système sanitaire, qu'avez-vous appris dans ce contexte et quelles sont les répercussions de ces connaissances acquises par rapport à la gestion de la COVID? Notre expérience de l'Ebola a été extrême. Beaucoup de gens sont morts et l'une des choses que nous avons tenté de faire a été de mobiliser les communautés à l'avance.
À la fin janvier, au début février, nous avons commencé à nous préparer à la COVID-19. Nous avons procédé à des dépistages, à des évaluations dans les laboratoires. Nous avons envoyé des experts au Sénégal, à l'Institut Pasteur, pour recevoir une formation. Et donc, nous étions bien préparés à cause de l'Ebola. Et donc, nous avons fait appel à tous les leaders religieux, notamment à tous les surintendants régionaux, et nous avons commencé cette intervention de grande mobilisation. Nous avons travaillé avec notre réseau de collectivités. Et certaines collectivités, spontanément, ont décidé de mener des campagnes de sensibilisation, d'encourager la population à commencer à se laver les mains. Et ces gens, donc, ont pris les enseignements tirés de l'Ebola pour se préparer à cette nouvelle pandémie. Se laver les mains, porter des blouses, etc. Donc, ce sont les leçons tirées de l'Ebola. L'idée était d'utiliser le réseau sanitaire et le réseau communautaire que nous avions établi pendant l'Ebola. Nous avons créé aussi des réglementations dans le secteur aérien, du transport aérien, et tout cela était une conséquence de l'Ebola. Les collectivités ont mis au point leurs propres innovations, même avant l'intervention du gouvernement. Voilà les principales leçons tirées de l'Ebola. Merci beaucoup, Mosaka. Et je suis désolée que vous n'ayez plus la vidéo, mais nous vous entendons parfaitement bien. Professeur Muyembe. Vous avez eu une expérience d'une vie sur Ebola en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Récemment, vous avez fait face à une épidémie d'Ebola qui s'est déroulée dans un contexte social extrêmement difficile. Et parlez-nous un peu du pourquoi l'engagement communautaire est si important, mais aussi des risques qu'il représente parfois, comme on l'a vu récemment avec la toute dernière crise d'Ebola, et comment ces apprentissages-là peuvent servir à la pandémie de COVID-19 en RDC et ailleurs dans le monde. À vous la parole, professeur. Voilà, merci beaucoup. Bon, pour nous, l'engagement communautaire, c'est le fondement de la lutte contre toutes ces épidémies pour lesquelles on n'a ni médicaments ni vaccins. Et dès le départ, nous avons utilisé ce que nous appelons ici les relais communautaires. Ce sont donc des personnes, des volontaires qui sont dans la communauté et qui s'intéressent aux problèmes de santé et qui font donc les liens entre les communautés et les institutions de santé. Ce sont les relais communautaires. Ce sont ces gens qui se promènent dans les villages, dans les communautés et qui Professeur Muyembe, on vous a perdu, je crois. Est-ce qu'on a perdu le professeur Muyembe? Je crois qu'on a perdu le professeur Muyembe. On va y revenir. We lost Professor Muyembe. Nous avons donc perdu le professeur Muyembe. Nous reviendrons vers lui. Poursuivons. Ah! On vous a perdu pour quelques instants. Vous mentionniez l'intensité du travail et des travailleurs communautaires. Oui, nous avons un problème de connexion. Bon, voilà. Donc, je disais que l'engagement communautaire est la clé de voûte de la lutte contre des épidémies, des maladies qui n'ont pas de médicaments, qui n'ont pas, n'est-ce pas, de vaccins. Et notre expérience est basée sur
sur l'utilisation des relais communautaires, qui sont des personnes qui travaillent de façon volontaire et qui font les liens entre les communautés et les institutions de santé. Et nous avons aussi, pendant les épidémies, utilisé une commission spéciale qui est chargée de la communication des risques et l'engagement communautaire. Donc, les membres de cette commission, constitués surtout donc des journalistes et des spécialistes de la communication, ce sont ces gens qui vont entrer dans la communauté pour sensibiliser la population, pour réduire les risques de résistance et également pour leur engagement, n'est-ce pas, dans l'action prise, n'est-ce pas, par le gouvernement. Donc, l'engagement de la communauté, c'est l'élément vraiment essentiel, a été de tout le temps l'élément essentiel dans la lutte contre les épidémies d'Ebola. Et maintenant, avec le Covid, nous utilisons à peu près la même stratégie et ça porte. Nous pensons que c'est une expérience que nous pouvons partager avec le monde entier pour ces maladies qui sont en fait des maladies de la communauté, maladies de la population. Voilà. Merci infiniment. Professeur Muyembe, je vais relancer la balle parce que on parle ici, et c'est une inquiétude, du vaccin et de la mise au point d'un vaccin. Et ici, l'inquiétude, c'est bon, y en aura-t-il assez de doses? Quand est-ce que ça va avoir lieu? Est-ce sécuritaire? Vous savez tous les débats qui se passent. Mais pour nous, au CRDI, la vraie question, c'est chez vous, quelle est la conversation qui a lieu par rapport au vaccin? Est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce qu'il y a des anxiétés? Et comment tout le travail communautaire va être utilisé ou nécessaire pour une solution vaccinale partielle, disons-le, puisque ce n'est qu'un outil dans la boîte à outils. Donnez-nous votre opinion là-dessus, puisque l'accès et également la disponibilité du vaccin pour le continent africain est une question prédominante chez nous au CRDI. À vous la parole, professeur. Voilà. Quand je vois la France, la méfiance vis-à-vis de ce vaccin est énorme. Donc, plus de 50% de la population française se méfie de ce vaccin. Et je pense qu'en Afrique, cette méfiance est beaucoup plus grande que ça. Et donc, ce qui veut dire que le travail du gouvernement, c'est l'affaire du gouvernement, c'est de pouvoir transmettre un message de sensibilisation de la population pour accepter ce vaccin. Et nos amis européens et nos amis occidentaux ne nous facilitent pas la tâche. Il y a toujours en Occident des individus mal intentionnés qui parlent du mal de tous ces vaccins. Et cette nouvelle, quand ça arrive ici en Afrique, c'est amplifié. C'est amplifié et la population a peur. On pense qu'on va stériliser les jeunes filles, les jeunes femmes ici en Afrique. On va mettre les puces dans le vaccin et ainsi de suite. Donc, la propagande qui est faite sur ces vaccins est très mauvaise et j'ai peur que ça soit un échec ici en Afrique et en particulier en RDC. Donc, définitivement, probablement un potentiel où la recherche peut jouer un rôle clé pour informer les décideurs, mais aussi les décideurs informer les populations à travers tout ce réseau de travailleurs communautaires. Oui, exactement. Donc, il y a un grand travail, c'est le plus grand travail qu'on doit faire, c'est l'engagement communautaire, la sensibilisation de la population. Sinon, sur le plan de la technologie, donc les chaînes de froid et tout ça, nous sommes habitués à utiliser ce genre de vaccins qui demandent une conservation à moins 80. À moins 80. Nous l'avons fait avec Ebola, ça a bien marché et la logistique a suivi. Mais ici, le plus grand problème, ce sera l'adhésion de la population.
réduire la résistance dans la population. Merci beaucoup, professeur. Ouais. I'll turn around to the other panelists and, ask exactly the same. Je vais passer aux autres panélistes et je vais vous poser les mêmes questions qu'au docteur Muyembe. Dans nos pays, les pays de l'Ouest, on parle du vaccin qui est très important et dont nous avons besoin, mais au CRDI, on se pose des questions sur l'accès, la distribution du vaccin dans le monde entier, et en particulier sur le continent africain. En quoi cela rejoint-il les conversations que vous entendez? Le professeur Muyembe disait qu'il y a toujours beaucoup de scepticisme dans la population et que ce scepticisme, cette méfiance est amplifiée sur le terrain. Et donc, il est important pour les gouvernements de communiquer de l'information sur la réalité du vaccin, sur ce qui est vrai sur les vaccins. Et donc, pouvez-vous nous donner votre impression sur le vaccin et sur l'engagement communautaire, Jane? Oui, c'est une question critique dont nous, Caroline, pardon, dont nous discutons au Kenya. Même sans penser à la COVID, il y a une certaine méfiance à l'égard des vaccins au Kenya et en Afrique en général. Les systèmes de vaccination que nous avons se concentrent surtout sur l'immunisation des enfants. Nous pensons aux vaccins qui sont dans des étapes plus avancées et la vaccination. Donc, les vaccins ne sont bons que dans la mesure où les canaux de distribution sont efficaces. Alors, je pense qu'il y a certainement des débats quant à savoir à quel moment les vaccins seront disponibles. À quel sera les coûts? Est-ce que les gens auront les moyens de s'acheter ces vaccins? Est-ce que les gouvernements auront les moyens financiers aussi? Si on pense que tout va bien, que le gouvernement donc fournit ces vaccins, est-ce que les gens vont accepter les vaccins? Il y a beaucoup de questions qui sont posées et il y a déjà des efforts qui sont faits pour préparer à la fois le pays, le système de santé, la population en tant que telle, pour s'assurer que les vaccins puissent arriver dès que possible et que les canaux de distribution soient bien mis en place, qu'on a des systèmes en place pour nous assurer qu'il y a des protocoles par rapport à savoir quelles seront les personnes prioritaires à être vaccinées et ensuite le reste de la population. Donc, tous ces éléments, est-ce qu'il y a suffisamment d'informations au sein du public pour que les gens puissent choisir d'accepter ce vaccin? Merci beaucoup, Caroline. Sabin, est-ce que vous pensez qu'au Rwanda, il y a aussi un petit peu cet écart et cette approche par rapport à les informations concernant les vaccins? Oui, nous commençons à entendre des voix. Au début, lorsqu'il n'y avait pas de vaccin, tout le monde posait la question, quand est-ce que l'on va avoir le vaccin? Puis maintenant qu'on s'approche d'avoir des vaccins, il y a beaucoup de gens qui disent, oh, attention, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je ne devrais pas attendre un peu? Mais c'est un groupe de personnes. Les personnes dont nous parlons qui doivent donc se faire vacciner de manière urgente, ce sont les personnes au risque, les personnes âgées, personnes qui sont, par exemple, les médecins, les infirmières, les travailleurs de la santé, ou d'autres personnes qui sont à risque. Mais j'ai déjà vu, lorsque les vaccins ont été introduits au Rwanda, notamment pour l'Ebola, on en avait parlé beaucoup également au Rwanda, puis maintenant, ils ont terminé peut-être de vacciner 200 000 personnes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pour moi, ce genre de discussion ou de questions concernant un nouveau vaccin, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et on sait que maintenant, c'est amplifié à cause de la pandémie de la COVID. Ce n'est pas quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps.
Donc c'est à échelle mondiale, mais les gens sont peut-être plus ouverts à accepter les vaccins, à en discuter, alors qu'on voit que c'est la première phase et qu'on verrait que les gens soient protégés. Alors je ne suis pas très inquiet par rapport à ce problème parce que ça va changer, puis avec justement la science qui va nous montrer que donc, les vaccins peuvent apporter une protection plus que de faire du mal, comme certaines personnes le pensent. Alors, si vous n'êtes pas inquiet, qu'est-ce qui vous inquiète à ce moment-là par rapport à la pandémie dans le contexte rwandais à l'heure actuelle? Moi, ma première préoccupation aujourd'hui, c'est la fatigue des professionnels de la santé et aussi les mesures comme bon, porter un masque, se laver les mains et garder une distance. Vous savez, dans nos collectivités en Afrique, les gens ont l'habitude d'être vraiment ensemble, de se donner des câlins, d'avoir donc des contacts. Et maintenant, on leur dit non, non, il faut se tenir à distance. Alors, ils ont réussi jusqu'à maintenant. Ils ont suivi les mesures que nous avons mises en place, mais plus cela dure, plus c'est difficile. À un moment donné, les collectivités vont dire, bon, on a essayé ces mesures, on a appliqué ces mesures très strictes, et on en a assez. Donc c'est la raison pour laquelle il faut donc trouver d'autres solutions. Et pour moi, le dernier point important, c'est que en fait, les vaccins ne vont pas remplacer toutes les mesures en quelques mois. Donc il va falloir peut-être penser encore à au moins encore une année, bon, avec les vaccins, mais aussi avec d'autres mesures dont les gens sont déjà fatigués. Donc c'est un petit peu la complexité de 2021. Il y a de l'espoir, mais ce n'est pas encore fini. Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait sage, Sabin, ce que vous venez de dire. Passons maintenant à Jane. Alors, Jane, les vaccins, les interventions donc, communautaires, c'est quoi votre perspective? Alors, en Ouganda, pardon, bien sûr, le gouvernement a déjà discuté donc, des vaccins et également un plan de déploiement. Mais lorsque l'on va dans les différentes collectivités, on ne ressent pas cette anxiété concernant les vaccins. Il pose la question, quand est-ce qu'il arrive le vaccin? Quel genre de vaccin arrive? Mais on n'entend pas des questions concernant donc l'innocuité des vaccins. Je pense que les gens, pour moi, sont prêts à recevoir ce vaccin. Donc je ne suis pas trop inquiète. Et j'ai vu aussi le plan de déploiement. Il y a bien sûr une stratégie de communication pour informer les gens que le vaccin est disponible. Et la question qui se pose alors, bon, c'est la date. Quelle date il arrive le vaccin? Telle date qu'il arrive. Alors on leur dit dans 6 mois, 1 an. Alors, ce qu'il faut vraiment souligner dans des interventions que nous avons déjà faites, il faut continuer aussi les mesures sanitaires, garder la distance et laver les mains. Et les gens, maintenant qu'ils ont entendu parler du vaccin, ils pensent que donc, dans quelques semaines, quelques mois, eh bien, la situation va redevenir normale. Mais on leur dit non, un petit peu de patience. Mais nous ne sommes pas inquiets du scepticisme des gens par rapport au vaccin chez nous. Très bien, merci beaucoup. Et Masoka, vous êtes le dernier donc, à prendre la parole sur le vaccin et l'intervention communautaire. Comme l'ont dit mes collègues, nous savons que nous avons déjà eu le vaccin contre l'Ebola. Donc ça a été certainement ça a été difficile, et notamment lorsque l'on a modifié en fait la perception communautaire, et notamment les premiers vaccins qu'on avait utilisés dans la République démocratique du Congo contre l'Ebola, et également lorsqu'il y a eu une résurgence de l'Ebola, on a utilisé le vaccin comme une réponse normale. Alors, comme l'a dit ma collègue, l'acceptation chez nous est élevée
acceptation des vaccins, parce que nous avons eu l'expérience avec l'Ebola. Et cela, justement, on a vu que ça a été accepté au sein de la population. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est l'approvisionnement, parce que est-ce qu'il y aura suffisamment de vaccins? C'est notamment aussi les fabricants. Alors, avec les brevets. Et donc, si c'est tous les brevets qu'il y a, eh bien, ça ne va pas venir en Afrique rapidement. Alors, c'est peut-être ce qui me fait le plus peur. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose là-dessus? Et également, comment on va pouvoir, sur le plan logistique, également mettre en place donc aussi la chaîne du froid, le moins 80 degrés. Bon, également aussi avec des milliards de dollars, il y a aussi la question des brevets qui ne seront pas disponibles. Alors, c'est donc les questions qu'on se pose du côté de l'approvisionnement. Bon, c'est pas l'acceptation qui nous pose problème pour nous, c'est plutôt le côté approvisionnement. Oui, mais est-ce que vous avez vu au niveau du Centre de prévention des maladies de l'Afrique certains mouvements? Oui, je pense que j'ai lu un article de la CDC où on parlait aussi donc du brevet du vaccin pour le moment. Donc, ça va être disponible, mais il faut que les nations puissantes assurent qu'il y ait l'accès à ces brevets. Donc, pour le vaccin l'Ebola, eh bien, comme l'a dit le professeur Mayembe, on a fait des tests des vaccins sur les Africains. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer aussi avec le vaccin de la COVID-19? Oui, merci. Les participants ici dans le cyberespace, vous pouvez poser des questions. C'est en haut à droite de votre écran où vous pouvez appuyer sur ce bouton et poser vos questions. Je vais peut-être vous poser les questions sans ordre particulier. Vous pouvez intervenir comme vous le souhaitez. Mais ça va aller très vite parce que je vois que le temps passe très vite et je voudrais utiliser bien sûr le plus de temps possible pour les questions. Il y a des questions concernant le défi, aussi l'économie et comment les gens aussi souffrent donc à cause des confinements, de la fermeture des entreprises et de l'augmentation des prix. Alors, sur le plan économique, donc comment est-ce que vous essayez de résoudre la situation? Est-ce qu'il y a des programmes de relance, de stimulus ou de stimulation économique? Et donc, ce n'est pas uniquement la situation de la santé, mais il peut y avoir aussi la santé économique du pays qui donc a souffert de cette pandémie. Alors, intervenez. Je vois que Savin, vous vouliez prendre la parole. Oui, allez-y. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a un lien très net entre la santé et tous les secteurs de la société ou des collectivités. Ce qu'on a vu avec la COVID. Et notamment, on a peut-être vu dans le secteur de la santé combien celui-ci a justement été remis en question. Et parce que lorsque ceci est atteint, eh bien, ça va toucher tous les autres secteurs de l'économie, de la société. Alors, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que nous sommes encore de la phase de recouvrement ou de récupération par rapport à tous les problèmes rencontrés dans la société, les petites collectivités, les PME, donc l'économie générale aussi qui a été touchée pour essayer de gérer cette pandémie et aussi les maladies aussi existantes. Et puis il y a aussi le VIH chez nous. Donc c'est encore un défi important. Cela signifie que ça va prendre un peu plus de temps, plusieurs années d'ailleurs, pour en revenir à la situation d'avant la COVID. Et ce que l'on fait à l'heure actuelle pour accélérer le rattrapage économique dans d'autres secteurs,
cela ne suffit pas dans un grand nombre de contextes, puisque la pandémie est encore présente. On est encore en train d'investir dans les diagnostics, dans le retraçage des contacts, la gestion des patients, et de dire aux gens, n'ouvrez pas trop l'économie parce qu'il y aura trop de virus, trop de contamination. Alors cet équilibre entre la gestion du virus et de garder les entreprises en vie à un niveau acceptable, c'est quelque chose qui va probablement durer plus longtemps. Et cela ne va pas non plus forcément relancer l'économie. Alors on a besoin de stratégies, de programmes de soutien pour notamment les secteurs les plus touchés, que ce soit sur le plan des collectivités ou des PME, par exemple. Il y en a certains qui ne peuvent même pas acheter de la nourriture à cause de la COVID-19. Oui, vous me faites penser justement au fait que nous avons un certain nombre de réflexions pour aussi voir au niveau des autorités nationales par rapport à la reconstruction post-Covid, mais c'est parmi les premiers résultats que j'ai pu voir donc du Royaume-Uni et également de l'ODI, c'est qu'en fait ces plans de relance c'est à peu près donc 3 200 $ par habitant, et on parle de pour les études de marché, on voit que c'est beaucoup au moins, hein, donc dans les différents pays, on voit la différence entre les pays. Alors, vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important. Il faut gérer les deux choses et parfois dans des contextes donc difficiles. Alors, merci beaucoup. Alors, vous savez, lorsque l'on parle de ces stratégies de relance, c'est le côté donc de l'économie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir là-dessus? Caroline? Oui, je pense que nous voyons aussi la même chose au Kenya, où on pense que c'est entre 500 et 700 000 de ménages qui sont passés maintenant sous le seuil de la pauvreté. On a vu beaucoup d'entreprises qui ont fermé leurs portes et beaucoup de personnes qui justement qui avaient peut-être une manière qui n'avaient pas de revenus de quelque source que ce soit. Et il y a eu plusieurs ensembles de mesures pour aider les citoyens, comme par exemple les personnes au niveau des impôts sur le revenu, avoir des crédits d'impôt. Mais là, ce sont des gens qui gagnent déjà de l'argent. Alors, pour ceux qui ne gagnent pas suffisamment d'argent, on essaie d'avoir des stratégies, des politiques qui vont leur permettre d'avoir une couverture des soins de santé pour les ménages qui se retrouvent dans la catégorie donc des personnes pauvres, pour qu'elles puissent avoir accès à des services de santé et ne soient pas encore plus appauvries. Et pas uniquement à cause de la COVID, mais à cause d'autres choses qui se passent en termes de santé. On a vu le secteur de l'éducation qui a été fermé au Kenya pratiquement toute l'année. L'année scolaire a pratiquement été annulée. Elle va être relancée au mois de janvier. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui sont se retrouvaient comme par exemple les grossesses chez les adolescentes parce qu'il n'y avait pas d'école. On a des enfants aussi qui mangeaient à l'école et maintenant ils ne sont plus à l'école et par conséquent ils ont faim, ces enfants-là. Donc beaucoup d'autres répercussions de la COVID-19 en dehors de la maladie en tant que telle et que nous devrons y faire face en 2021 et les années qui vont suivre pour justement beaucoup de situations de genre à gérer. Les femmes, est-ce qu'elles reçoivent un traitement équitable, adéquat, qu'elles soient victimes de la pandémie ou qu'elles soient les travailleurs en majorité des services de santé communautaires? Chez nous, en tout cas, les femmes sont aussi victimes donc, de la COVID que les hommes. Et comme le COVID amène comment dire, ça bouscule quand même les services de base. Les services de base, par exemple, les accouchements, la vaccination,
des enfants, etc. Tout cela est perturbé à cause, n'est-ce pas, de Covid. Et en outre, les femmes, vous savez, chez nous, les femmes s'occupent des petits commerces que nous appelons ici souvent les Malewa. Et ces petits commerces est perturbé tout justement à cause, n'est-ce pas, de la Covid. Et les femmes ont beaucoup perdu pendant cette épidémie. Donc, ce sont les femmes en Afrique, ce sont les femmes qui nourrissent en fait qui nourrissent les familles, hein, parce que les maris n'ont pas de travail et ce sont les femmes qui passent le gros de leur temps à vendre sur les marchés, etc. Et quand tout cela est perturbé, et donc les ménages souffrent. Les ménages souffrent beaucoup. Merci, voilà. Merci Jean-Jacques. Jane, you know... Alors, Jane, nous avons une question par rapport aux travailleurs et travailleuses de la santé communautaire. Et souvent, vous avez mentionné que c'était souvent des bénévoles, étant donné l'importance que nous plaçons là-dessus. Pourquoi est-ce qu'ils sont bénévoles? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas une forme de salaire pour faire ce qu'ils doivent faire? Parce que c'est très important. J'ai toujours du mal à ouvrir mon micro. Pouvez-vous répéter votre question? Oui, Jane. Si les travailleurs sanitaires sont si importants, tout le monde l'a dit, plusieurs sont volontaires, sont bénévoles. Comment se fait-il qu'on ne leur donne pas une rémunération plutôt que de les recruter comme bénévoles? Ah, c'est une très bonne question. Et en fait, nous nous sommes rendus compte récemment que les gens investissent beaucoup de temps et ces travailleurs ont de la famille comme quiconque et consacrent une grande partie de leurs heures à faire du travail communautaire et doivent donc être rémunérés. Dans le cadre de cette stratégie, ils considèrent justement de commencer à rémunérer les travailleurs sanitaires communautaires, ce qui ne s'est jamais fait. Dans le passé, on leur donnait une petite prime simplement pour les motiver. Mais maintenant, le gouvernement envisage sérieusement leur verser un salaire. Les travailleurs de la santé sont nombreux, cependant. Alors, il faudra un grand financement du gouvernement. Le gouvernement commencera donc petit à petit, mais au moins, il emprunte la bonne voie. La proposition pour le moment consiste à payer un travailleur communautaire par village, mais les villages peuvent en avoir jusqu'à 10. Maintenant, il faut en choisir un. C'est un défi, mais c'est un pas dans la bonne voie parce qu'ils se rendent compte que si cette personne investit tout ce temps, elle doit être dédommagée pour son travail. Merci beaucoup. Moussouka? Je vois que vous levez la main et je vais vous donner la parole pour 30 secondes. Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez faire quelque chose qui doit se faire urgemment au Libéria, en Afrique, que feriez-vous? Une chose, 30 secondes. Si vous aviez cette baguette magique. J'investirais dans la mobilisation communautaire et j'habiliterais les communautés à agir. De 60 à 80 des cas sont asymptomatiques et doivent être gérés donc dans les communautés. Les gens doivent adopter la pratique de porter des masques, de se laver les mains et tout cela dépend des collectivités. Donc une grande campagne. Voilà, c'est ce que je ferais. Et des incitatifs. Nous l'avons vu avec l'Ebola lorsque nous avons établi nos programmes. Nous avons pris l'argent et que nous donnait la communauté internationale, nous l'avons donné aux collectivités. C'est ce qui a fait une grande différence. Donc, encore là, si nous avions les ressources, nous les transférerions à aux collectivités. Voilà.
habiliter les collectivités. C'est ce que je ferai. Merci beaucoup, Mosoka. Jane? 15 secondes. Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous? Moi, j'aimerais beaucoup faire plus de tests dans le pays. Si on pouvait tester plus de gens, notamment les enfants, nous aurions une idée de l'ampleur du phénomène en Ouganda. Pour le moment, nous ne savons pas où nous nous situons. Sabin, 15 secondes. Si vous aviez une baguette magique. Il faut plus de tests des travailleurs sanitaires et donc que tout le monde puisse faire un test qui ne coûte qu'1 $ et vacciner ceux qui sont les plus à risque de complications à cause de ce virus. Merci. Caroline, 15 secondes. Oui, je partage l'avis de Mosoka, mobilisation communautaire. Professeur Muyembe. Magique, et vous aviez un vœu, une chose à faire immédiatement. Quelle serait-elle vis-à-vis de la pandémie? Bon, c'est tester et engager la communauté. Merci infiniment. Merci. Alors, merci. Je voudrais vous remercier tous. Nous arrivons à la fin. Je demanderai à mon collègue Sam Odiotti, qui est un de nos experts au CRDI, pour essayer de résumer votre conversation. Donc, c'est une tâche difficile. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais remercier chacun et chacune de vous. J'ai l'idée de faire une autre rencontre dans 6 mois. Nous aurons la même conversation et nous ferons le point de ce qui se passe sur le terrain. Vous nous avez donné le point de vue du terrain qui est similaire au point de vue mondial. Vous nous avez présenté la perspective africaine par rapport à une situation qui touche tout le monde. Vous jouez un rôle de leadership dans des conditions difficiles. Je vous remercie. Je remercie vos équipes. Merci de votre générosité, d'avoir accepté notre invitation malgré votre emploi du temps extrêmement chargé. Merci de nous avoir parlé des défis que vous rencontrez. Sam, c'est à vous de jouer et vous avez 3 minutes. Merci beaucoup, Jean, d'avoir modéré les discussions aujourd'hui. Quel excellent groupe brochette de conférenciers. Alors, nous avons voulu faire 2 choses, discuter les réponses communautaires et identifier les lacunes et les occasions pour renforcer la préparation à la maladie sur le continent. Avons-nous accompli ces objectifs? Je dirais oui, sans hésiter. Voici certaines des choses que j'ai apprises, certaines des leçons. Par rapport à la COVID, il y a une recrudescence des cas et préoccupation à l'égard d'un accroissement encore plus grand, surtout pendant la période des fêtes. Les chiffres dont nous avons entendu parler aujourd'hui masquent peut-être la pointe de l'iceberg, comme le docteur Falla l'a dit. Donc, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Pour ce qui est des réponses communautaires des innovations, nous avons vu à quel point l'expérience antérieure des maladies est cruciale. Le docteur Falla a dit, nous avons déjà fait le gros travail avec l'Ebola et je l'entends. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille se détendre. Nous avons entendu parler de structures communautaires et de réseaux. Personnellement, je m'oppose au fait que l'on dise que les travailleurs sanitaires communautaires sont le dernier maillon. En fait, ils sont le premier maillon et le seul maillon dans bien un cas. Et donc, il serait bien d'activer nos structures communautaires dans la réponse à la COVID. Mais nous reconnaissons aussi certaines des contraintes en matière de ressources, ce qui nous a mené à mettre au point des stratégies novatrices comme la stratégie des 20 échantillons par tube dont nous avons entendu parler au Rwanda.
Et nous savons aussi à quel point il est important de communiquer au niveau de la base pour réduire la méfiance et la résistance à l'avenir. Maintenant qu'il y a plusieurs candidats prometteurs comme vaccin, quel sera le tableau en Afrique? Alors, d'une part, il y a une certaine méfiance à l'égard du vaccin dans certains pays, mais par ailleurs, il y a aussi une attente des vaccins. Certains sont pressés de l'obtenir. L'Afrique est très communautaire. On ne peut pas simplement attendre le vaccin. Cela va prendre beaucoup de temps avant qu'il nous arrive. Donc, il faut continuer de mettre en place d'autres mesures, les stratégies de base. Dans l'ensemble, je pense que ça a été une très, très bonne discussion, un événement très fructueux. J'ai hâte à la deuxième partie et j'en promets de nous réunir à nouveau dans 6 mois. Mais dans l'ensemble, ça a été une excellente séance. Je remercie nos conférenciers, tous, le docteur Mosoka Fala, Caroline Mdillo, le docteur Sabin Nanzimana, le professeur Jen Tussimi, le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Je remercie l'équipe du CRDI, Jean Lebel, Dominique Charon et Julie Chéris, Julie Crowley, directrice régionale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, mes collègues Morgan, Yolande, Lancelot, Christopher Human, Angela Fraser, Trish et Michel, notre partenaire technique. Vous avez été formidable et à tous les participants. Merci d'avoir été des nôtres. Restez en sécurité, portez-vous bien. Nous espérons vous revoir tous à la prochaine table ronde qui sera annoncée le moment venu. Donc voilà, portez-vous bien. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.